Donc, l'exercice 17-11, on vous dit, vers 250 avant Jésus-Christ, le mathématicien grec Archimède a montré que 223 sur 71 et de 22 septièmes encadré pi est son encadrement décimal. Alors, la réponse est clairement non. D'accord? Pourquoi? Parce que, pour que ce ne soit pas un encadrement décimal, il suffirait qu'une des bornes ne le soit pas. Ce nombre-là va être clairement plus facile à manipuler que celui-là, donc je vais choisir de manipuler 22 septièmes. Alors, 22 septièmes, c'est... Enfin, supposons qu'il existe A appartenant à Z, tel que 22 septièmes s'écrivent A sur 10 puissance 7. Donc on devrait dire que A, c'est égal à 22 fois 10 puissance 7 divisé par 7. Or, 7, 22, se divise par 10, donc il ne divise pas 10 puissance 7. Donc, ne divise pas 20 puissance 7. Et vu qu'il ne divise pas 22 fois 10 puissance n, c'est-à-dire que bien A, qui s'écrit 22 fois 10 puissance n, eh bien il n'appartient pas à Z. 22 fois 10 puissance n divisé par 7, il n'appartient pas à Z. Or, on a supposé que A appartenait à Z, donc on a une contradiction, d'accord? Vous voyez, on fait toujours la même preuve en fait. Hein. Donc, 22 septième n'appartient pas à D. Donc du coup, cet encadrement n'est pas un encadrement décimé. Dans le 17-12, on vous dit écrire un encadrement décimal de pi au millième près. Donc là, vous demandez à votre calculatrice, hein, je vous avais montré déjà comment on fait. D'accord? Pi, vous voulez au millième, donc vous allez prendre jusqu'à la quatrième décimale, et sur la 14, 16 à peu près. Donc du coup, pi, il est compris entre 3,141 par défaut et 3,142 par excès. Et question 2, on vous demande en déduire un encadrement du périmètre d'un cercle de rayon 100, préciser son amplitude. Alors, le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi fois le rayon. Donc, du coup, comme pi, il est compris entre 3,141 et 3,142, eh bien, il suffit de multiplier par 2 fois le rayon, c'est-à-dire 2 fois 100. Donc, on va multiplier par 200. Si le périmètre vaut 2 fois pi fois 100, c'est-à-dire 200. Donc, du coup, le périmètre P, il va être compris entre 618,4 et ici 628 et 628. Donc l'amplitude, ici ça va être 628,4 moins 628
0,2, c'est-à-dire 0,2. Donc pour 17,13, on va utiliser la relation V égale V sur T. Si vous préférez, V égale VT, c'est la même relation, d'accord. Et on veut un encadrement du temps, du trajet. Le temps, c'est distance sur vitesse. Alors, la distance c'est 15 km/h et elle roule de chez elle à 55 km/h. Donc, le temps T qu'elle met, à la minute. Donc, le temps T qu'elle met, c'est environ 15 minutes divisé par. Alors, ça peut pas être 15 minutes divisé par 55 km/h parce que c'est pas les mêmes unités. Donc, 15 minutes, il va falloir convertir en heures. Et 15 minutes, c'est 0,25 heures. Donc, ça fait 0,25 divisé par 55. Non, si, c'est ça, 15 km. Donc c'est bien 15. Excusez-moi, je pensais que c'était des minutes, mais en fait c'est des kilomètres. Hop, donc je fasse ça, je mets bien. Donc 15 divisé par 55, si vous faites le calcul, ça fait 0,272. Alors, heure, d'accord. Donc ça fait à peu près 0,273 heures. Alors si vous multipliez par 60, ça fait 16,36 minutes environ. Donc son temps de trajet, il est compris entre 16 et 17 minutes. Donc ça c'est la question 1A. La question 1B, en déduire un encadrement à la minute près de son heure d'arrivée, eh bien, il faut rajouter 8h45, d'accord. Donc son heure d'arrivée va être située entre 9h08 et 9h02. La veille, cette même automobiliste roulant à la même vitesse moyenne est arrivée sur son lieu de travail à 8h50, donnant un valeur rapprochée de son heure de départ de son domicile. Donc, elle est arrivée à 8h50, d'accord. Et on sait que son trajet est compris entre 16 et 17 minutes. Donc, elle a dû partir son heure de départ cette fois. Et bien, elle est comprise entre 8h50 moins 17 minutes et 8h50 moins, pardon, le 17 minutes qui va à gauche puisqu'on retranche plus, et 16 minutes, et donc du coup ça fait entre 8h30 et 8h33. Donc un cheveu humain pousse à cette vitesse moyenne là, sachant que, je vous rappelle que la vitesse c'est distance divisée par le temps, ici ça va être, on va parler de longueur de cheveux, donc ça va être longueur divisée par le temps. Et il faut bien que ce soit homogène en termes d'unité, d'accord. Alors, on vous dit, première question, un cheveu mesure 3,7 cm, donc on sait que L vaut 3,7 cm, et comme la vitesse elle est en mètres, je vais tout de suite convertir ça en mètres, ça fait 0,037 mètres. Et on vous dit du coup, quelle sera sa longueur L en centimètres en 60 jours,
Alors il faut convertir ici le temps des jours en heures. Donc T c'est 60 jours. 60 jours multiplié par 24 pour avoir le nombre en heures. Trouver du coup 1440 heures. Donc la vitesse, c'est la longueur divisée par le temps. Donc c'est-à-dire que la longueur du cheveu, ça va être la vitesse multipliée par le temps. Ici, 160 fois 10 puissance moins 7 multiplié par 1440. Donc ça fait 0,02304 mètres. Donc ça c'est la longueur de pouce en 60 jours. Donc la longueur du cheveu après 60 jours, eh bien c'est 0,037 plus 0,023. J'estime que le 0,4 il est vraiment négligeable. Donc ça fait environ 0,06 mètres, c'est-à-dire environ 6 cm. En déduire un encadrement décimal de R en choisissant un nombre de chiffres significatifs adaptés. Alors normalement en physique chimie vous avez vu cette notion de chiffres significatifs. Alors non, du coup, pour que ça garde du sens, je vais garder toutes les décimales. Ça fait 6,04 cm. Donc, 6,04 cm. Je pense que le mieux, c'est de garder deux chiffres significatifs en centimètres. D'accord? Pour qu'on ait un encadrement assez précis. Donc, la longueur L ici va être située entre 6,1 et 6 cm. D'accord? Et donc ici, le nombre de chiffres significatifs, c'est 1. Le nombre de chiffres significatifs, c'est le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Donc en fait, ce serait 6,0, mais 6,0. Donc du coup, un arrondi en gardant le nombre de chiffres significatifs, ici ce serait 6 cm, 6,0 cm. Car la deuxième décimale ici, c'est 4, et 4 est inférieur à 5. D'accord? La règle de l'arrondi ici stipule que si votre décimale est strictement plus petite que 5, vous avancez à la valeur inférieure, sinon c'est à la valeur supérieure, c'est l'arrondi classique. D'accord? Ici, le mieux c'est de garder un chiffre significatif et donc du coup d'arrondir à 6,0 cm. Ce qu'on aurait fait naturellement, hein, quand je vous l'ai dit, quand je vous ai dit, bah voilà, là, le 0,4 il est négligeable par rapport au reste, donc je vais arrondir à deux chiffres ici derrière la virgule. Ça revient au même final. Ce chapitre 19 parle d'échantillonnage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage? Donc c'est ce qui est écrit ici. L'échantillonnage, un domaine qui est assez récent des mathématiques, à la croisée des statistiques et des probabilités. Alors on va voir dans quelle mesure. Et c'est même un petit peu plus compliqué que ça en fait.
Ce domaine intervient dans des situations où on veut étudier certaines propriétés d'une population de trop grand effectif pour être observée de façon exhaustive. Par exemple, un sondage d'opinion. Je prends un exemple. Vous faites partie d'un institut de sondage, vous voulez savoir, vous êtes convié lors d'un débat sur une chaîne d'info continue, on vous dit, bah voilà, vous travaillez dans tel institut de sondage, est-ce que vous pouvez nous apporter des chiffres sur les intentions de vote pour tel ou tel candidat? Vous ne pouvez pas sonder les 67 millions de Français pour avoir la proportion nette. C'est pas possible. D'accord? Donc, ce que vous faites, là, on interroge une partie de la population, et sur cet échantillon, en fait, on va observer certaines choses, donc on va en tirer des informations, et ces informations, à l'aide de certaines propriétés, même théorèmes, en fait, on va voir dans quelle mesure elles peuvent être des informations sur la population totale, avec un certain degré de précision. D'accord? Alors, il y a beaucoup de choses, d'accord, pour finalement, en fait, à la fin, pas grand chose. Donc, on va y aller doucement, d'accord? C'est pas un chapitre sur lequel j'ai envie de me presser, bien au contraire, on va bien prendre le temps, d'accord, pour bien comprendre, en fait, ce qui se passe. Ok? Alors, contenu. Ici, qu'est-ce qu'on va aborder? Eh bien, on va aborder la notion d'échantillon aléatoire, d'accord, de taille n pour une expérience à 2 issues. Qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? On va aborder une version vulgarisée d'un théorème qui est central, en fait, qui s'appelle la loi des grands nombres, qui stipule la chose suivante. Lorsque n est grand, alors on va voir à quoi correspond n, ben en fait c'est la taille de l'échantillon, c'est marqué là. Sauf exception, la fréquence observée est proche de la probabilité. D'accord? On va voir en quoi tout ça consiste. Et on va aborder le principe de l'estimation d'une probabilité ou d'une proportion dans une population par une fréquence observée sur un échantillon. Donc, grosso modo, je prends un échantillon, je m'intéresse à un certain caractère, d'accord? Je fais mes calculs, je trouve telle fréquence, dans quelle mesure la fréquence que j'observe va être éloignée, proche de la fréquence que je m'attends à avoir sur ma population totale. Grosso modo, c'est ça la question qu'on se pose. Alors, dans un premier temps, dans le grand 1, on va aborder la notion d'échantillon et de fluctuation. Alors, qu'est-ce qu'un échantillon? Alors, si vous prenez une expérience aléatoire à 2 issues et n un entier naturel, même non nul en fait, un entier naturel non nul, eh bien, en répétant n fois une expérience aléatoire, donc à 2 issues, donc cette expérience aléatoire en la répétant n fois et en notant le résultat de chaque répétition, on obtient en fait une liste de résultats, d'accord, qui correspond en fait à un échantillon aléatoire de taille n. D'accord? Par exemple, vous allez faire l'exercice qui est ici, donc vous allez tout de suite sortir une pièce, d'accord, et vous allez la lancer 10 fois. Vous lancez une pièce avant d'obtenir un échantillon de taille 10, donc vous allez la lancer 10 fois. Donc du coup, vous allez obtenir une suite de P et F. Eh bien, votre suite de P et F, c'est un échantillon. Et on s'attend tous à ne pas avoir le même échantillon. D'accord? D'où le caractère aléatoire de l'échantillon. Je vous laisse faire ça, et moi je vais vous donner ma liste après. Pour simuler un pile ou face avec la calculatrice, on va donc utiliser la fonction random qui renvoie donc un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et je me dis, vu qu'il n'y a que 2 issues, bien, je vais fixer comme barrière 0,5. Comme ça, comme j'ai coupé mon intervalle en 2 morceaux égaux, ben, si je suis plus petit que 0,5, je vais fixer comme convention que les piles. D'accord? Et si y a un nombre plus grand que 0,5, je vais fixer comme convention que c'est face. D'accord? Comme ça me permet, sans lancer de pièces, de faire ce qu'on appelle une simulation de lancer. D'accord? Ce qui va me permettre en fait de pouvoir en faire un très grand nombre. Et l'intérêt va être là en fait. Alors, petit exercice. Vous allez me donner un échantillon, un deuxième échantillon de taille 10, obtenu à l'aide de la calculatrice, et vous allez me dire ce que vous remarquez concernant ces 2 échantillons. Je vous laisse une petite minute. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne cette fonction test, d'accord? Donc dans la fonction test, je ne prends pas d'argument, d'accord? Ça veut dire que je mets test, et en fait, normalement, il doit me renvoyer à la place. En fait, en gros, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction test?
on associe un nombre aléatoire si c'est pile ou face. D'accord? La règle qu'on prend, c'est si ce nombre aléatoire est inférieur ou égal à 0,5, eh bien on renvoie pile, sinon on renvoie face. D'accord? Donc, je définis donc le nombre aléatoire, je l'appelle lancé. D'accord? C'est le lancer que je fais. Si le lancer est inférieur ou égal à 0,5, on renvoie pile, sinon on renvoie face. Normalement, quand on lance test comme ça, alors il me fait une erreur, il me fait face n'est pas défini. Alors c'est parce qu'en fait c'est une chaîne de caractères qu'on renvoie, donc il faut bien la mettre entre guillemets. Donc là, si je recompile le programme, voilà. Donc là, je lui dis fais-moi test, il me dit face. Si je lui demande de refaire face, test, voilà. Hein, donc en fait, on peut faire plusieurs fois test, d'accord? Il va nous renvoyer pile ou face. Donc cette fonction test, elle nous permet bien de simuler un lancer de pièces, d'accord? Donc dans la question 2, on demandait justement de modifier, si vous voulez, la fonction test pour qu'elle affiche 10 lancers, d'accord? Alors, on va la modifier en introduisant une liste. Donc, une liste, en fait, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un objet qui va contenir plusieurs éléments, d'accord, qui vont être séparés par des virgules. L'année prochaine, normalement non, l'année prochaine en première, vous allez aborder cette notion de liste, donc je vais pas m'attarder dans les détails, mais chaque élément de la liste est un numéro, etc. On peut faire des opérations dessus, on peut ajouter, permuter, etc., etc., etc. D'accord, je m'attarde pas plus. Dans cette liste, on dit qu'elle est vide, d'accord? Donc on met des crochets en disant, bah voilà, la liste est vide. Pour i inférieur à 10, d'accord? Ici, pour i inférieur à 10, donc pareil, lancer, c'est un nombre aléatoire. Attendez, je vais fermer la console. Donc, lancer, c'est un nombre aléatoire, d'accord? Si lancer est inférieur à 0,5, eh bien, dans la liste, je rajoute pile, c'est-à-dire que je prends la liste, c'est la liste précédente auquel je rajoute le mot pile, d'accord, parce que j'ai obtenu un pile, et sinon, ben, à la liste, je rajoute le mot face. Et ensuite, une fois que je l'ai fait ben, mes 10 fois, je renvoie la liste, d'accord, et ça me donne mon échantillon de taille 10. Donc je rappelle, hein, l'objet de la question 3, c'était comment on modifie ce programme test afin qu'il renvoie non pas un échantillon de taille 10, mais un échantillon de taille n, où n est un nombre entier défini par l'utilisateur. Donc en fait, ici, on va pas s'arrêter à 10, ici, on va s'arrêter à n. Sauf que si vous mettez n ici, et vous faites tourner le programme comme ça sans rien mettre là, le n ici, voilà. Si vous mettez rien ici, ben, il va vous afficher une erreur, il va vous dire, ben, moi je veux bien hein, faire tourner ton programme, mais je le fais tourner combien de fois? N, c'est pour combien? Donc ici, dans les paramètres, il faut rajouter n. Et comme ça, quand vous faites tourner le programme, d'accord, et bien il vous envoie un échantillon de taille n, n étant l'entier que vous avez défini. Donc, par exemple là, je vais faire test 3. Normalement, il va me renvoyer un échantillon de taille 3. Voilà, pile face.